Axel Fermeture, spécialiste de la pose et l'installation de vos menuiseries, vous présente Bonjour Bretagne. Bonjour Bretagne, ravie de vous retrouver comme chaque soir pour décrypter l'actu régionale. Salut Sophie. Salut Pauline. Alors comme vous le savez maintenant, le vendredi est synonyme de débrief politique sur notre plateau et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Tristan Breillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional et président du parti Renaissance dans le Finistère et puis face à vous Pierre-Yves Cadalin. Bonsoir Pierre-Yves. Vous êtes porte-parole LFI NUPES à Brest. Ensemble nous reviendrons évidemment sur la sortie de crise agricole et son impact sur les mesures environnementales. Nous évoquerons aussi la question du logement, alors que se déroulent à Quimper ce vendredi les premières assises du logement en Bretagne. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la colère des enseignants qui étaient dans la rue ce jeudi. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actu de ce vendredi 2 février 2024. Les premières assises du logement ont eu lieu à Quimper. Ce vendredi, 300 acteurs de la filière étaient réunis autour des enjeux bretons. Objectif, trouver des pistes pour augmenter l'offre de logements abordables en période de crise du secteur. Et puis, la crise agricole a précipité la campagne pour les élections européennes. Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé, était à Saint-Brieuc pour une réunion publique. Nous y étions. Enfin, nous partirons à la rencontre des chasseurs d'iceberg pour l'organisation de la course au large Arkea Ultimate Challenge Brest. Ils établissent des zones d'exclusion pour les skippers afin de limiter les risques de collision. Mais nous ouvrons cette édition avec le procès d'un agriculteur finistérien pour maltraitance sur animaux et non-respect des normes sanitaires. En effet, l'affaire remonte à novembre 2019 lors de la mise en ligne par l'association L214 de vidéos filmées dans 2 élevages de porcs sur Dirinon et Irvillac, montrant des animaux blessés ou mourants. Après cette alerte, la direction départementale de la protection des populations a contrôlé l'élevage. Le constat fut sans appel. Le préfet avait donc ordonné la remise aux normes des élevages, mais rien n'a véritablement changé. Le vétérinaire de Triscalia, actuel Eureden, avait également alerté le groupe agroalimentaire sur la situation de cet éleveur affilié. Ce vendredi, l'agriculteur à la tête de ces 2 élevages du Nord Finistère comparaissait devant le tribunal de Brest. Il nie les accusations de maltraitance sur animaux. Il encourt une peine de 120 000 € d'amende, dont 20 000 € avec sursis. Le jugement sera rendu le 1er mars. Les directions Quimper à présent, où 300 élus et professionnels étaient attendus aux premières assises du logement breton. Alors que la région traverse une crise depuis 2022 avec une pénurie de logements, l'ensemble des acteurs du secteur s'est retrouvé ce vendredi au parc des expositions de la préfecture du Finistère. Objectif, trouver des pistes pour augmenter l'offre de logements abordables. Reportage d'Enora Lenôtre. Il n'a jamais été aussi difficile de se loger en Bretagne. Hausse des taux d'intérêt, hausse des coûts de construction, le tout combiné à une forte demande, cela crée une envolée des prix des logements et les classes moyennes se retrouvent avec un salaire trop bas pour acheter et trop haut pour bénéficier de logements sociaux. Résultat, elles sont obligées de s'éloigner des zones en tension. Avant, on voyait que la distance entre l'emploi et son lieu de résidence était à peu près de 10-15 km. Et on voit que dans certaines régions, on en voit des gens qui font 60 km. Voilà, on n'est pas cohérent que de laisser ces populations s'éloigner de plus en plus pour trouver effectivement un logement abordable. À Quimper, 300 élus et professionnels du secteur se sont réunis aux assises du logement. L'objectif est de trouver des solutions pour créer des logements abordables dans les zones en tension. Initialement situées en bord de mer ou dans les métropoles, aujourd'hui le manque de logements concerne aussi des communes plus rurales. Certains élus tentent de trouver des solutions pour répondre à cette problématique. Alors nous, on a eu la chance de voir assez rapidement, il y a plusieurs années, des potentiels dans le centre-bourg, c'est-à-dire 2 bâtiments qui étaient des friches, qui n'étaient plus utilisés. Et on s'est tourné vers différents partenaires pour pouvoir mobiliser ces friches et pour pouvoir construire donc du logement en centre-bourg. Là, dans tous les projets immobiliers, même des privés, il y aura au moins 40% pour du logement social ou des logements à prix abordable. Donc effectivement aujourd'hui, alors qu'avant il n'y avait pas cette contrainte-là, et c'est vrai qu'il y avait des immeubles de 30-40 appartements qui n'étaient que pour de la résidence secondaire, quoi. Mardi 30 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé l'intégration de logements intermédiaires dans le taux minimal de logements sociaux imposé aux communes par la loi Solidarité et Renouvellement urbain.
Une mesure controversée car cette création de logements accessibles aux classes moyennes se ferait au détriment de logements sociaux. Agriculture à présent, et après la colère, place au déblocage, comme ici à Ploudaniel, près de Landerneau, ce vendredi midi. Après l'appel national à la suspension des blocages, la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Finistère ont levé le camp, mais ils préviennent qu'ils devraient passer à d'autres modes d'action. Et puis direction Carré, Sophie. Où se tenait ce vendredi un rassemblement original à l'initiative de la Confédération paysanne, le 3e syndicat agricole français, pour faire entendre leur voix au lendemain des annonces de Gabriel Attal. Des paysans finistériens ont organisé une chandeleur en plein air. On écoute Madeg Join-Lambert, secrétaire général de la Confédération paysanne du Finistère. Le lendemain des annonces du gouvernement, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas satisfait des annonces et on a l'impression que... D'ailleurs, on ne comprend pas la levée des blocages. On est assez choqués d'entendre que le plan éco-phyto va être levé, puisque c'était un plan de réduction de l'usage des pesticides. On a l'impression que le gouvernement a bien entendu l'agro-industrie. Et aujourd'hui, on aimerait bien qu'il commence dès aujourd'hui à écouter les paysans. Et c'est un combat que nous, on estime nécessaire de continuer aujourd'hui. Allez, un petit mot de politique, Sophie. Alors que la crise des agriculteurs autour des questions de la politique agricole commune, des normes et des négociations de traités de libre-échange a précipité la campagne pour les élections européennes, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann était à Saint-Brieuc. Lors d'une réunion publique, le candidat pressenti pour prendre la tête de liste du Parti socialiste a rencontré les Bretons. Reportage de Mathilde Kemener. Pour faire court, qu'est-ce qui me prouve qu'au final, nous serons moins contre les autres? La question cache sur sa personne, mais aussi sur son programme. Pendant 1 heure, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann a répondu aux questions en plein centre-ville de Saint-Brieuc. Ce combat-là, pour la démocratie européenne, c'est le combat de ma vie. Peut-être je serais plus con que les autres encore. Mais que par contre, ce combat-là, je le mènerai toute mon existence pour une raison simple, c'est que je ne conçois pas mon existence sans ce combat. Je voudrais savoir votre position par rapport au conflit israélo-palestinien. La jeunesse bout des urnes. Alors, quelles actions comptez-vous mettre en place par rapport à l'agriculture, toutes les causes de ce conflit? Quelle est votre position? Quelles sont vos idées par rapport à ce sujet qui est énorme? Nous, ce que l'on dit, c'est qu'en fait, si on fait vraiment la transformation écologique, si on l'accompagne, si on réforme la PAC, si on ne subventionne plus l'hectare et la production, mais l'emploi et la transformation écologique, eh bien, 80% des agriculteurs en seront bénéficiaires. Mais certains pointent une gauche devenue inaudible. Moi, je trouve que vous n'êtes pas suffisamment audible dans les médias. On a beaucoup plus entendu l'extrême droite, qui a un discours extrêmement puissant en ce moment. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des millions et des millions de Français qui croient encore dans les principes humanistes. Ces mois vont nous permettre justement de nous faire entendre et de montrer que ces citoyens-là peuvent aussi se faire entendre à travers nous. L'élection européenne, ce sera le 9 juin prochain en un seul tour. Taylor Swift la semaine dernière ou encore Joe Biden cette semaine, l'intelligence artificielle a fait de nouvelles victimes à leurs insus. Ces deux célébrités ont vu leur voix et physique transformées puis diffusées sans leur consentement sur des réseaux sociaux. Ces pratiques font partie des deepfakes, ces super trucages possibles grâce à l'IA et l'intelligence artificielle. Et justement, ce week-end au cœur des États généraux de l'information qui se déroulent à Lannion, on écoute à ce sujet Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, au micro de Christophe Boucher. L'IA, ça pourra être un outil, c'est assez largement une menace. Ce qui s'est passé dans le monde de l'information, c'est que d'abord pendant 20 ans, avec les réseaux sociaux, il y a eu un bouleversement de la distribution de l'information et qui a entraîné toutes les conséquences qu'on sait en matière de propagation de propos de haine, de manipulation, de rumeurs, etc. Là maintenant, l'intelligence artificielle, c'est un bouleversement non plus de la distribution, mais de la production de l'information. Et on l'a encore vu ces derniers jours dans l'actualité avec des fausses vidéos qui sont extraordinairement semblables aux vraies, et on peut se laisser abuser. Donc, distribution, production, voilà 2 grands chantiers sur lesquels travailler. Et nous vous proposons une émission spéciale de 26 minutes sur les assises du journalisme, diffusion samedi à 16h et dimanche à 18h sur TBO et TB Sud. Allez, des nouvelles des skippers de l'Arca Ultimate Challenge qui sont arrivés à la limite de la zone d'exclusion antarctique. Une zone mise en place par la direction de course pour limiter le risque de collision avec des icebergs. Maëlle Delmure est partie à la rencontre de ces chasseurs d'icebergs pour l'organisation de la course.
Derrière son écran, Jimmy chasse les icebergs. Spécialisé dans l'étude de l'imagerie satellite, le groupe CLS recherche les icebergs pour la course Arkea Ultimate Challenge afin de créer des zones d'exclusion. Le terrain de jeu, il est énorme. Donc là, on a pris l'image la plus grande que nous propose ce satellite. On part toujours du principe que dès l'instant qu'on voit un iceberg de 80, 100 mètres ou voire plus avec ces images-là, dans son champ proche, autour, on aura des particules plus petites. La création de zones d'exclusion permet aux skippers de naviguer proche des pôles en limitant les risques de collision, des délimitations qui ne sont pas fixes. Donc la Z2A, elle a bougé 6 fois. Globalement, elle a bougé au Kerguelen aussi, c'est un exemple. L'étude de l'imagerie satellite est possible grâce à 3 antennes, dont une est basée à Plouzané, un maillage pouvant collecter les données des satellites sur toute l'Europe. Le satellite, c'est la technique la moins chère et la plus efficace pour surveiller des zones lointaines, de Clipperton à la Polynésie ou d'autres contrées bien plus éloignées. On ne pourrait pas engager des moyens aériens en permanence, ça serait impossible. La zone d'exclusion pourrait à nouveau changer. De nouveaux icebergs auraient été découverts vers le Cap Horn. Et on en profite pour faire un point sur la course dans laquelle le leader Charles Caudrelier se voit contraint de temporiser pour laisser passer une forte dépression qui sévit près du Cap Horn. Heureusement, le Morbihanais profite toujours d'une belle avance puisque le second Thomas Coville est en escale technique en Tanzanie. En Tasmanie, pardon. Allez, et pour ceux qui ont prévu de se marier au beau jour, l'heure est à l'achat des tenues. Et dans ce milieu, la seconde main commence à se développer pour des raisons écologiques, mais aussi économiques. Exemple près de Saint-Brieuc, à la Méogon, où 2 sœurs viennent d'ouvrir leur boutique et leur site internet. Mathilde Kemener est allée à leur rencontre. Nous, vraiment, notre objectif, c'est de développer la seconde main pour le mariage. On s'est fixé un truc ambitieux comme objectif. Je m'appelle Gwendoline Salin, donc on est dans la boutique Red à la Méogon, à côté de Saint-Brieuc. Donc c'est une boutique de robes de mariée, de tenues de cérémonie aussi, et on propose de la seconde main. C'est le bon moment en fait pour se lancer parce que il n'y a pas encore trop de monde et la demande commence à être là vraiment. Et on a vraiment envie que ça soit une vraie alternative, que quand on se marie, on se dit est-ce que je vais me marier, je vais acheter neuf, est-ce que je vais me marier en achetant en seconde main? Parce qu'aujourd'hui, soit les gens n'ont aucune conscience que la seconde main c'est une possibilité, ou soit en fait il y a tellement peu d'offres que ça devient un parcours du combattant de s'habiller de seconde main pour leur mariage et les gens abandonnent. Nous, c'était vraiment l'accessibilité qui était vraiment quelque chose de central dans notre volonté, c'est-à-dire accessibilité par le prix, que tout le monde puisse s'offrir une robe qui lui conviennent, et accessibilité par les tailles aussi, parce que du coup on sait que dans le milieu du mariage, mais pas que, il y a beaucoup de difficultés pour les personnes qui sont en grande taille. C'est assez culturel du prêt-à-porter français, où en fait on veut pas habiller les personnes de grande taille, et donc derrière nous on en récupère aussi assez peu. Et là, on est vraiment en pleine période du choix de la robe, donc il y a quand même pas mal de demandes de rendez-vous et de vente aussi à la clé. Allez, place au débrief politique de la semaine avec Pauline et ses invités. Agriculture, logement, enseignement, 3 sujets qui ont animé cette semaine en Bretagne. On en parle avec Tristan Bréhier, conseiller régional et président du parti Renaissance dans le Finistère, et Pierre-Yves Cadalin, porte-parole LFI NUPES à Brest. On commence donc avec cette crise agricole qui a agité la France et la Bretagne, bien sûr, depuis 10 jours, et puis qui s'est débloquée ce jeudi après la 3e série d'annonces de Gabriel Attal. Enfin, les déblocages sont en cours, on l'a vu. Donc des annonces de Gabriel Attal qui ont convaincu les syndicats majoritaires, à commencer, et celle qu'on retient beaucoup, c'est la mise en pause du plan Ecophyto 2030. Ce plan prévoyait une baisse de 50% des pesticides dans le milieu agricole d'ici 2030. Tristan Bréhier, on met la marche arrière sur l'écologie avant même d'avoir passé la première. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement, et notamment la personne du Premier ministre Gabriel Attal, a été à l'écoute des agriculteurs, à l'écoute de toutes les formes d'agriculture. Et avant de revenir sur ce sujet phyto, je voudrais reprendre 3 points. Premièrement, c'est qu'il y a une parole très courageuse du président de la République sur l'accord
Mercosur au niveau européen, qui dit non et qui a une position courageuse. On est le seul pays à le porter pour justement protéger nos agriculteurs. Ensuite, sur le plan breton, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a aussi annoncé le fait que tous les projets qui consistent à mettre en place des mesures agroécologiques et climatiques soient retenus pour la Bretagne. Donc c'est près de 50 millions d'euros pour les agriculteurs bretons. Et le troisième point, c'est que sur le plan de l'agriculture biologique, également une rallonge au niveau national de 50 millions d'euros. Donc on est dans une logique où on protège nos agriculteurs, on veut simplifier leur vie aussi au niveau des normes. Est-ce qu'on les protège en arrêtant les pesticides? Et du coup, l'idée, non, c'est pas. Alors la trajectoire, on la garde. Ouais. On met pour l'instant, c'est en pause. On se donne un petit peu de temps pour aller au niveau du salon d'agriculture et de rentrer en discussion avec l'ensemble des agriculteurs pour justement trouver les voies et moyens d'aller dans le bon sens. Mais il y a aussi une question de souveraineté alimentaire. Donc au salon d'agriculture, normalement, on reprend. Voilà, il y a une question de souveraineté alimentaire et j'imagine que Pierre-Yves reviendra là-dessus, mais c'est un choix de société aussi. Est-ce qu'on veut une agriculture qui est une des plus modèles dans le monde et qui est des plus écologiques dans le monde, ou est-ce qu'on veut se dire on arrête de produire ici et on va importer des produits en masse de Chine, d'Amérique du Sud, dans des conditions climatiques qui ne sont pas du tout... La question, c'est produire comment? Et là-dessus, justement, Pierre-Yves Cadalin, pour la France Insoumise, vous avez soutenu le mouvement des agriculteurs, la colère des agriculteurs, mais est-ce que ça n'a été pas facile non plus pour LFI de soutenir aussi le mouvement porté majoritairement par la FNSEA, qui est quand même le syndicat productiviste? C'est pas forcément le modèle que défend la France Insoumise. Disons que ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas réellement de sortie de crise en fait agricole, puisque ce qui a été posé par les agriculteurs, largement même au-delà des syndicats. Et je suis d'ailleurs assez d'accord avec ce que disait dans votre reportage le responsable de la Confédération paysanne, qui dit finalement il n'y a pas particulièrement de raison que cela s'arrête, car l'une des principales raison de la colère, c'était la question du revenu. Il y a 18% des agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils croulent sous les dettes du fait de leur dépendance, notamment à l'agroalimentaire pour les intrants qui rentrent dans leurs fermes et pour ensuite la détermination des prix de vente. On est quand même dans une situation où depuis 2 ans, les prix de l'alimentaire ont bondi de 20%. La rémunération en prix des agriculteurs a baissé de 10% et l'industrie agroalimentaire a augmenté de 70% ses marges. Alors nous avions proposé à l'Assemblée nationale une proposition très claire. Ce sont des prix planchers. C'était au mois de novembre. Au mois de novembre. Nous allons la redéposer. Là, il y aurait une sortie de crise pour que des prix soient déterminés, les agriculteurs soient rémunérés correctement au niveau de leur travail et pour encadrer les marges de la grande distribution. L'autre question fondamentale, c'est celle de la dette. La France Insoumise est la seule force politique dans le pays à proposer quelque chose d'essentiel qui d'ailleurs est né en Bretagne à l'occasion de notre campagne régionale. Il faut annuler la dette des agriculteurs qui souhaitent engager une transition écologique de leur exploitation. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire lorsqu'ils croulent du fait des équipements qu'ils ont achetés, etc., sur la dette. Je veux dire, aujourd'hui, les agriculteurs sont tellement endettés qu'ils ont des difficultés financières énormes, mais qu'en plus, pas tous, parce qu'il y a effectivement le président de la FNSEA, lui se porte très bien. D'ailleurs, lui, on ne sait pas s'il est du côté de l'industrie agroalimentaire, puisqu'il est dans le groupe Avril, ou du côté des paysans. Mais je termine juste sur ce point-là. Il y a un tas d'exploitations agricoles qui deviennent incessibles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus être transmises. Donc il faut aussi aider à l'installation de nouveaux paysans. C'est important. Vous dites, la France Insoumise a proposé à l'Assemblée nationale les prix planchers. À 6 voix, ça non, mais désolé, mais c'est ce qu'on appelle la loi Egalim. La loi Egalim 1 et la loi Egalim 2. Et donc, une des revendications d'ailleurs sur lequel... Tout va bien. Donc Emmanuel Macron veut la porter au niveau européen. Voilà, déjà la porter au niveau européen, mais on veut qu'elle soit appliquée en France aussi, parce que, et ça, c'est pas normal, certains groupes ne la respectent pas, c'est-à-dire ne respectent pas le travail des agriculteurs, et c'est pour ça qu'on va augmenter les contrôles pour faire en sorte que la loi Egalim, donc les prix planchers pour les agriculteurs, soient respectés. Donc, c'est des mesures qui sont dans la loi Egalim. La loi Egalim, elle est en but face au libre-échange, si vous voulez. Emmanuel Macron a beau dire ce qu'il dit sur le Mercosur. Mais si cette loi Egalim, au niveau européen, en tous les cas, là on parle de concurrence déloyale avec l'Espagne, avec l'Ukraine, enfin en tous les cas, bon l'Ukraine n'est pas encore mais avec l'Espagne, avec j'étais au Leclerc ici, enfin je devrais peut-être pas dire des marques, mais j'étais au Leclerc, il y avait des oignons néo-zélandais. En Bretagne, je veux dire, on produit quand même un tas d'oignons, on est connu pour ça. Bon, eh bien, qu'est-ce que viennent faire nos oignons néo-zélandais ? Il y a un accord de libre-échange Union européenne-Nouvelle-Zélande qui existe. Donc le problème n'est pas tant généralisé au niveau de l'Union européenne, c'est
établir un protectionnisme au niveau européen ou au niveau national, mais qui protège les produits agricoles. Alors, et c'est bien ça, nos prix planchers sont également des prix planchers à l'importation. Quand je vais au Leclerc, j'achète des oignons de Roscoff. On verra si la loi Egalim, moi, je ne vous ai pas dit ce que j'ai acheté, c'est absurde ce que vous dites. En tous les cas, on verra si la loi Egalim est mieux respectée avec les contrôles mis en place. Juste une petite question, on parle beaucoup d'Europe ici. On se tourne vers l'Europe dans cette crise. On s'est tourné vers l'Europe au moment de la guerre en Ukraine, il y a presque 2 ans maintenant. Est-ce que justement, ces crises, depuis les dernières années, depuis le dernier mandat, elles favorisent aussi l'intérêt du grand public vers l'Europe? Les élections européennes arrivent dans quelques mois. Est-ce que ça veut dire aussi que peut-être les gens vont plus s'intéresser à la campagne qui approche? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer parce qu'on voit que de nombreux sujets, si ce n'est la grande majorité des sujets aujourd'hui qui se posent, sont des sujets qui se discutent en premier lieu au plan européen. Moi, je voudrais simplement rappeler quelque chose d'assez simple. 70% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale le sont par transposition du droit européen. Et ça, les gens commencent à s'en rendre compte. Ça, les gens s'en rendent compte, et c'est bien. Et c'est bien. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle dans cette crise. Sur la crise Covid, le fait qu'on ait eu une prise en compte de ces questions-là au plan européen, le fait qu'on ait eu un endettement commun, le fait que sur ces sujets agricoles, comme sur les sujets de la pêche, on ait des politiques intégrées de l'Union européenne sur ce volet-là. La crise ukrainienne aussi. Je tiens à rappeler que là, les chefs d'État et de gouvernement en Europe se sont mis d'accord pour une aide de 50 milliards à l'Ukraine. Je suis sûr que les amis de M. Poutine, ou en tout cas ses alliés objectifs, seront le prendre comme il se doit. On va avancer pour revenir Au niveau du débat, je ne laisse pas passer ça. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes des amis de M. Poutine, c'est invraisemblable. On revient au logement. De paix. On revient au local, on arrête l'international, du coup vous nous emmenez trop loin. Vu avec Sophie dans le JT, les assises du logement qui se tenaient à Quimper. Ce vendredi, le logement, un sujet sans cesse au cœur de l'actualité bretonne, puisque le marché immobilier est tendu, on le sait. Lors de son discours de politique générale, il y a 8 jours, Gabriel Attal s'en est pris donc à la loi SRU, on en a parlé dans le JT. Cette loi prévoit un minimum de 25% de logements sociaux par ville. Le Premier ministre veut intégrer des logements intermédiaires. L'idée, c'est, ce qu'on voyait dans le reportage d'Enora tout à l'heure, d'intégrer ces classes moyennes qui sont smicardisées, selon Gabriel Attal. Pierre-Yves Cadalin, quel est le constat en Bretagne? Vous le voyez, justement, ce besoin de classes moyennes de se loger? Bien évidemment, c'est également le résultat d'une politique économique qui est menée de façon constante depuis bien plus d'une décennie, à savoir l'appauvrissement généralisé de ceux qui travaillent, le fait que le travail paye de moins en moins, la précarisation de beaucoup de personnes, notamment je pense aux lois sur l'assurance chômage qui sont pointées par la Fondation Abbé Pierre comme étant une cause du mal logement, et des sans-abri. Il y a 30 000 sans-abri de plus en un an. Ça, c'est le bilan de la Macronie. Et à un moment donné, il faut en tirer les conséquences, non pas en détricotant la loi SRU comme le fait Gabriel Attal, mais en relevant le plafond minimal de logements sociaux. Vous disiez 25%, nous proposons de relever ce plafond, au lieu finalement d'intégrer d'autres logements et de baisser le niveau de contrainte qui pèse sur les municipalités. Quant au reste du parc locatif, il faut encadrer les loyers. Il faut taxer les résidences secondaires, il faut une politique proactive du gouvernement, de la puissance publique pour réguler ce marché qui, en l'état, met tous les Français, une grande majorité de Français en très grande difficulté. Tristan Brier, ça fait hurler certaines associations, ces propos de Gabriel Attal, qui voient le moyen d'exonérer certaines municipalités justement de leurs obligations en logements sociaux. François Cuillon, le maire de Brest, a réagi en disant qu'il y a là la remise en cause du principe fondamental de mixité sociale qui fonde la politique de l'habitat en France. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà, un constat en Bretagne. Et nous, on travaille ce sujet-là dans un groupe transpartisan à la région au quotidien. Il faut produire de logements. On a besoin de 23 000 logements par an en Bretagne. On voit qu'il y a une tension énorme. Il n'y a pas de solution miracle. Pas de solution miracle. En revanche, en tous les cas, il y a beaucoup de choses proposées. On l'a vu tout à l'heure avec des maires. Boîte d'outils sur lesquels il faut qu'on s'appuie. Effectivement, le gouvernement et Gabriel Attal a annoncé cette mesure. L'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir un parcours résidentiel qui retrouve ses lettres de noblesse. Je m'entends en disant qu'aujourd'hui, au niveau du logement social, on a déjà 45% du logement social aujourd'hui qui est sous-utilisé. Sous-utilisé parce qu'on n'a pas suffisamment de progression dans le logement social, c'est-à-dire des personnes qui sortent du logement social pour aller vers du logement
plus social, mais abordable. Donc c'est pour ça, l'idée c'est de faciliter le parcours résidentiel, premièrement. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on va avoir besoin de produire du logement et on va avoir aussi besoin d'innovation. Moi, je crois beaucoup, par exemple, en la question de l'évolutivité du logement. 45% du logement social qui est aujourd'hui sous-utilisé, c'est par exemple très concret, une personne âgée qui, à l'époque, avait ses enfants dans le logement social, mais qui aujourd'hui est toute seule, et donc du coup utilise mieux adapté. Voilà, mieux adapté. Okay. Et donc faire en sorte d'avoir, par exemple, du logement évolutif. Okay. Et c'est par l'innovation, c'est par une boîte à outils, et c'est pas par les grands discours très grandiloquents qu'on y arrivera. Et juste sur les classes moyennes, c'est une priorité du gouvernement, pas dire les discours. Gabriel Attal a aussi annoncé 2 milliards. Mais oui, mais respectez les aussi, non, mais juste pour dire que les classes moyennes, c'est notre priorité, et 2 milliards de baisse l'année prochaine sur l'imposition pour les classes moyennes, c'est notre priorité. J'avance, Pierre-Yves, on va parler d'un sujet qui vous intéresse particulièrement. Je suis désolée, on passe à l'enseignement. C'est vraiment très rapide aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent à écouter il y a 70 ans le discours de l'abbé Pierre. Parce qu'il y a déjà 4 personnes qui sont mortes dans la rue en région parisienne. C'était l'objet de l'émission lundi, bien sûr, avec Emmaüs et voilà, le rappel des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Les enseignants étaient dans la rue ce jeudi. Vous étiez à leur côté, Pierre-Yves Cadalin, dans le cortège brestois qui a rassemblé 1200 personnes. Quelle est la mesure qui a mis le feu aux poudres ? Je crois que c'est un état général de la situation. Ça fait 40 ans, si vous voulez, que se dégrade la fonction d'enseignant dans ce pays. En 80, un enseignant gagnait 2,2 SMIC en début de carrière. Aujourd'hui, c'est 1,1. Vous imaginez la dégradation de ce métier au long terme. Alors, il y a cette question de la rémunération, il y a la question des postes. Bref, toute question que posent les syndicats depuis des années et auxquelles rien n'est répondu. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a le mépris avec une ministre de l'Éducation nationale qui représente à elle toute seule, si vous voulez, ce qui pose problème dans ce gouvernement, c'est-à-dire les liens avec l'argent, etc. Mais en plus, si vous voulez, il y a aussi les réformes que Gabriel Attal, comme ministre de l'Éducation, a prises. Les groupes de niveau, mais ça met le chaos. C'est met le chaos et c'est dans nos reportages. Les groupes de niveau, ça a fait bondir. Alors là, autant d'ailleurs à tous les niveaux les enseignants, les collèges, les professeurs des écoles, les AESH, la classe des meilleurs, la classe des nuls. On voyait les enfants se prendre avec ça. Vous comprenez les arguments forts des élèves qui ont peur que ça stigmatise les élèves? Moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, on a la chance d'avoir un Premier ministre qui était ministre de l'Éducation nationale et qui fait de quasiment sa priorité absolue de l'école. C'est également une cause qui est très chère au président de la République. Donc, une chose là-dessus déjà pour rappeler ce fait-là. C'est même un combat personnel pour lui. Ce que je veux rappeler, c'est que déjà pour le budget 2024, on investit 4 milliards d'euros en plus sur le budget de l'éducation nationale au niveau du revenu. De moyens, c'est dans vos arguments, demande de moyens. 4 milliards d'euros en plus, c'est le premier poste du budget de l'État. On a augmenté les enseignants d'un peu moins de 300 euros par mois. Le pacte enseignant qui permet aussi d'avoir une revalorisation de la rémunération. Ça, ce n'est pas suffisant. C'est un quart des enseignants qui l'utilisent en France, près d'un tiers en Bretagne. Et donc, justement, sur ces questions des groupes de niveau, on est en train de créer aussi des postes, comme ça n'a pas été fait depuis des années, au collège pour justement venir en soutien. En tous les cas, on le voit bien, ça coince quand même, Tristan Brillet, en fait, puisque les enseignants sont dans la rue. Est-ce qu'il y a eu quand même cet effet détonateur avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui a enchaîné les polémiques depuis son arrivée? On sent, il y a des profs qui nous ont dit, nous, dans les reportages, je voulais pas forcément faire grève, mais là, avec ce qui s'est passé avec Amélie Oudéa-Castéra, je suis descendue dans la rue. Est-ce qu'il y a quand même eu un effet détonateur Moi, je ne commenterai pas le sujet Amélie Oudéa-Castéra. Simplement, je voulais dire que la ministre, elle est en dialogue avec les syndicats, elle les reçoit, elle continuera de les recevoir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un Premier ministre, Gabriel Attal, qui suit de très près ce dossier. Et je peux vous dire que c'est un sujet majeur pour le gouvernement. Alors, on arrive à la toute fin. Et je veux dire aux enseignants qu'on est avec eux. Et combien il faut alors? Il y a eu 400 millions débloqués là, pour calmer la colère des agriculteurs de la part de l'État. Il faut combien pour satisfaire les professeurs? L'idée, c'est un plan général de création de postes, mais également de revalorisation des salaires. Tout à fait. Mais on retourne, quand on parle de... Je dis ça aussi avec Hubert Coudurier sur le Café du Commerce. Qu'on parle de l'hôpital public, qu'on parle de notre service d'éducation, qu'on parle de l'ensemble des services publics. La question clé,
c'est partageons-nous les richesses ou non. C'est-à-dire donnons-nous à l'État les moyens de mener une politique au service du public et du futur. Parce que quand on parle de l'alimentation ou de l'éducation, ce qui est mis en cause et en danger aujourd'hui par la politique économique irresponsable d'Emmanuel Macron, c'est notre futur à tous. Et on s'arrêtera là et vous reviendrez nous parler de notre futur, puisque voilà, vous avez... Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve lundi, Sophie, pour une nouvelle émission. On se retrouve bon week-end. Bon week-end à tous. Kenavo. Axel Fermeture, spécialiste de la pose et l'installation de vos menuiseries, vous a présenté Bonjour Bretagne.